Ils sont à la tête de très grandes sociétés, dirigent des milliers de collaborateurs, brassent des millions d'euros, parfois même des milliards, et surtout, ils construisent. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre des plus grands dirigeants et dirigeantes du BTP, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, industriels ou maîtres d'œuvre. Je suis Fabien Renoux, rédacteur en chef du Moniteur, et ensemble, nous allons essayer de mieux comprendre les enjeux de ces grands patrons, de décrypter leur stratégie et d'appréhender leur vision. Bref, je vous propose de nous plonger dans la tête de ces décideurs, de mieux saisir ce qu'ils ont dans le casque, leur casque de chantier évidemment. Et aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec le PDG de l'un des plus grands industriels du monde de la construction, Saint-Gobain. Bonjour Benoît Bazin. Bonjour. Saint-Gobain, c'est un géant mondial de l'industrie, 47 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 160 000 salariés et une implantation dans 80 pays. Saint-Gobain, c'est une institution avec des marques comme Placo, Isover, PAM ou encore Point P. Saint-Gobain, enfin, c'est un monument historique puisque le groupe célèbre cette année ses 360 ans. C'est justement un tour du groupe à 360 degrés que nous allons faire tout de suite, sans bouger de ce bureau situé au 36e étage de la tour Saint-Gobain dans le quartier de la Défense. Alors Benoît Bazin, c'est pas parce qu'on a derrière soi une belle et longue histoire qu'on doit se reposer sur ses lauriers. Au contraire, vous avez, au 1er juillet dernier, fait évoluer la gouvernance du groupe pour la structurer entièrement autour de grandes zones géographiques. J'imagine que cette décision a été mûrement réfléchie et qu'elle remonte à loin. Estimez-vous que le risque de guerre commerciale qui a émergé ce début d'année, vous donne raison? Est-ce que cette logique d'organisation régionale n'est pas la parade à la hausse des droits de douane? Alors d'une certaine façon, le monde d'aujourd'hui, sa déglobalisation, elle a commencé il y a plusieurs années déjà. Et d'ailleurs, moi, dès 2019, le conseil d'administration, en me nommant directeur général délégué, m'avait demandé de piloter une première étape. Très importante puisque nous avons régionalisé par pays 80% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain. De lignes de produits mondiales, pilotées par des Français, nous étions passés à une offre par pays avec des directeurs généraux, directrices générales de pays qui couvraient à peu près 80% de l'offre de Saint-Gobain. Ça nous a apporté beaucoup d'agilité dans la prise de décision, de proximité avec nos clients, la capacité aussi de vendre non seulement des produits, mais surtout des systèmes multiproduits, des solutions de façade, de rénovation énergétique. Et finalement, nous allons un cran plus loin pour mettre 100% du groupe par pays. Et c'est vrai que cette organisation, alors elle est parfaitement adapté à nos marchés, puisqu'on ne construit pas au Vietnam, comme au Canada, comme en Argentine. Nos chaînes de fabrication et d'approvisionnement et de logistique vis-à-vis des clients sont aussi locales. Nous avons 1100 usines de par le monde, donc c'est finalement très naturel. Et de fait, notre monde de matériaux de construction n'est pas impacté directement par les tarifs douaniers, par les guerres commerciales qu'on voit ou qu'on pourrait voir poindre ici ou là. Donc c'est une adaptation très forte à nos marchés et également à l'environnement géopolitique déglobalisé, ce qui a commencé il y a plusieurs années. Pour parler de zones particulières, on sait que les États-Unis, malgré les turbulences de Donald Trump, restent pour vous un marché prioritaire, l'Amérique du Nord au sens large. Qu'est-ce qui constitue pour vous une zone dynamique pour le marché de la construction? L'Amérique du Nord en est une, il y en a d'autres. Quels sont les ressorts du dynamisme de la construction? Le premier ressort pour nous, c'est la croissance de la population, soit naturelle, soit immigration, parce que qui dit population dit logement neuf, plutôt rénovation en Europe, mais donc c'est vraiment le premier critère. Nous étions sous-représentés aux États-Unis avec 10 à 11% de notre chiffre d'affaires il y a 6 ou 7 ans, et nous avons maintenant 22-23% de notre chiffre d'affaires et un tiers de nos résultats. Donc ce sont les États-Unis sur lesquels nous avons investi plus de 7 milliards de dollars, avec le Canada, et nous sommes maintenant numéro 1 des matériaux de construction aux États-Unis et au Canada où nous avons triplé de taille. Donc ça a été beaucoup d'investissements, à la fois acquisition, 2 offres publiques d'achat sur des sociétés américaines cotées, l'achat de 3 très belles société familiale canadienne. Donc l'Amérique du Nord, c'est une zone de croissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a à peu près 5 millions de logements à construire entre maintenant et 2030 au Canada. Il y a un déficit de 4 millions de logements aujourd'hui déjà aux États-Unis et qu'on soit dans un État républicain ou démocrate. Alors d'autres zones, ce sont naturellement les zones d'Asie, en Inde. L'Inde est notre pays numéro 3 ou numéro 4 en termes de résultats. Saint-Gobain y est numéro 1 dans toutes ces lignes de métiers, que ce soit le verre plat, la plaque de plâtre, l'isolation, la chimie de la construction. Donc l'Inde, l'Asie du Sud-Est, plus récemment l'Australie. Nous avons fait la plus grosse acquisition de groupe depuis 20 ans. C'est une offre publique d'achat en Australie. Il y avait un petit Saint-Gobain en Australie et il est maintenant dans le périmètre du groupe. Donc c'est fondamentalement la croissance de la population. Ce sont ces zones émergentes, Asie, pays émergents, où il y a des grandes métropoles qui se construisent. Également le Moyen-Orient, avec des pays comme l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite. En Égypte, on va construire une trentaine de mégacités sur les prochaines années. Donc un besoin très fort pour accompagner la croissance de la population. Et la Chine, c'est inaccessible ? Alors la Chine, nous y sommes présents avec à peu près 3% de notre chiffre d'affaires
sur certaines lignes de métier. C'est pas toujours facile d'y être rentable. C'est pour ça que nous sommes restés sur des lignes de métier comme la plaque de plâtre où nous sommes très rentables. Également un savoir-faire céramique que nous appliquons sur des marchés industriels. Et la Chine représente à peu près 3%, piloté par un Chinois, et nous sommes en Chine pour la Chine. Alors justement, le passage d'une organisation par grande ligne de produits pilotée depuis le siège ici à une logique plutôt géographique qui a dû, j'imagine, conduire à une défrancisation de la direction du groupe, de la gouvernance. Qu'est-ce que ça change d'avoir dans son COMEX un Espagnol, un Américain, un Indien ? C'est une vue très forte parce que ce sont eux qui connaissent leurs marchés locaux et donc ça nous donne une expérience, également une responsabilisation sur la réussite de leur pays, de leur région qui est très performante. Donc la performance du groupe a été forte depuis 6 ans puisque nous avons doublé notre résultat net par action, grossi en termes de chiffre d'affaires, triplé finalement le cours de bourse. Donc c'est un reflet de la bonne marche du groupe. Pourquoi ? Parce que cette agilité, cette confiance qu'on a donnée à nos directeurs généraux de pays, plus de 90% d'entre eux sont des natifs de leur pays. Donc qui mieux qu'une Polonaise pour connaître mieux que moi à Paris comment construire à Cracovie, à Varsovie, et puis avoir une parfaite collaboration de toutes les lignes de métier sur un territoire, pour connaître les architectes. Donc c'est vraiment une grande puissance, une grande efficacité, une grande fierté aussi pour ces différents patrons régionaux. C'est un changement culturel pour Saint-Gobain. C'est un changement culturel sur lequel, naturellement, nous gardons toutes les valeurs, les principes de fonctionnement de Saint-Gobain, puisque nous avons 3 grandes fonctions. Au-delà des fonctions corporate, finance, RH, juridique, fiscale, nous avons 3 grandes fonctions qui sont en quelque sorte la colle, les synergies sur l'ensemble du groupe. C'est l'innovation, c'est la performance industrielle, avec des gens qui pilotent les grands investissements, qui définissent les meilleures pratiques sur les lignes métiers, sur plaques de plâtre, l'isolation, etc. Et puis, c'est tout ce qui est digital et informatique. Donc, 3 grands départements qui sont très efficaces en centrale et qui assurent naturellement l'ensemble de la performance du groupe et la circulation d'informations et des bonnes pratiques. Au-delà de la répartition géographique de vos investissements, parmi les récentes acquisitions internationales, vous vous êtes ces dernières années renforcé dans la chimie de la construction tout particulièrement. En quoi cette activité est-elle à vos yeux stratégique ? Alors la stratégie de Saint-Gobain, c'est d'être leader mondial de la construction durable. C'est parfaitement aligné, vous le savez, avec notre raison d'être, Making the World a Better Home. Et la chimie de la construction, à l'intérieur de ça, elle coche les 2 cases que nous visons, c'est-à-dire la décarbonation du monde de la construction et deuxièmement, la performance, la productivité sur les chantiers. Pourquoi ? Parce que la chimie de la construction, alors c'est notamment ce que nous avons ajouté avec Chryso, qui était une pépite qui appartenait à Lafarge il y a une vingtaine d'années, qui était sous fonds d'investissement. Nous y avons ajouté Grace Construction Products, également Fosroc au Moyen-Orient. Donc nous avons constitué un ensemble mondial dans 76 pays. Les adjuvants, ça permet de décarboner le béton. On peut diviser par 3 ou 4 la teneur en CO2 du béton parce qu'on change la formulation avec des matières décarbonées tout en assurant naturellement la manœuvrabilité du béton, sa résistance à la salinité si on fait des piles en bord de mer, des piles de pont. Donc c'est la décarbonation du béton et du ciment. Et puis c'est aussi la productivité sur les chantiers. Alors au-delà de ça, au-delà des adjuvants béton et des additifs ciment, c'est tout un ensemble qui va de la colle carrelage aux enduits de façade, aux membranes d'étanchéité. Vous voyez, tous les sujets d'inondation, d'orage qu'on voit en France ou en Europe actuellement, l'étanchéité, toutes ces membranes, ça fait partie aussi de la chimie de la construction qui est un ensemble de 100 milliards de chiffre d'affaires. Grosso modo, nous en avons 6,5. Nous avons multiplié par plus de 2 depuis plusieurs années avec beaucoup de croissance, beaucoup de consolidation et beaucoup d'innovation grâce à Saint-Gobain, notamment sur la décarbonation. Vous avez récemment publié un ouvrage aux éditions de l'Aube titré « Voix de passage », voix de passage au pluriel. Il se présente comme un livre d'entretien avec Laurent Berger, l'ancien secrétaire général de la CFDT. Et forcément, la question du dialogue social y est largement abordée. Vous expliquez notamment donner beaucoup d'informations, y compris financières, aux représentants du personnel. Cette transparence est louable, parce qu'elle a pour but de nourrir un dialogue social de qualité. Cela fonctionne-t-il vraiment ? Alors oui, cela fonctionne depuis longtemps, mais plus fondamentalement, les voies de passage, c'est de montrer qu'il se passe beaucoup de choses dans les entreprises. Les entreprises, c'est un lieu d'action collective, c'est un lieu d'unité sociale, c'est un lieu aussi, je l'espère, le plus souvent possible d'épanouissement personnel. Et fondamentalement, le rôle d'un dirigeant, c'est de donner une vision stratégique, et puis ensuite de faire en sorte que chacun trouve sa place et comment mettre ses talents individuels au service de la réalisation de l'ambition collective. Et le dialogue social, pour ça, est très important parce que ça donne du sens, ça donne de la responsabilisation, on peut donner un cap stratégique. Alors après, il y a un curseur à régler et naturellement, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose, on voudrait faire mieux, plus vite, mais ça permet d'engager
ce dialogue. Donc moi j'y crois beaucoup et c'est une tradition naturellement très forte chez Saint-Gobain, en France et également partout dans le monde. Un exemple qui participe de ça, c'est le partage de la valeur. Nous avons plus de 65 000 de nos salariés qui sont actionnaires du groupe. C'est le premier actionnaire du groupe avec plus de 8% du capital. À la dernière campagne de souscription au mois de mars 2025, nous avons 75% de nos salariés actionnaires, par exemple, en France, qui ont souscrit des actions. Ça veut dire qu'ils ont confiance, ils comprennent la stratégie, ils voient aussi la mesure de la performance. Nous avons eu plus de 50% des Australiens qui nous ont rejoints il y a moins d'un an, qui ont acheté des actions Saint-Gobain. Donc le dialogue social, le partage de la valeur, l'autonomie dans son travail, pour voir comment individuellement on participe au succès collectif, ça fait partie de la performance de l'entreprise, qui n'est pas qu'une performance financière, c'est également un respect d'engagements sociétaux, c'est un respect de la transition écologique et climatique, et c'est ça qui fait une performance globale de l'entreprise. Alors justement, Saint-Gobain, c'est un groupe industriel qui se travaille pour le secteur de la construction, doublement concerné par l'impératif de décarbonation. En France, cela passe d'abord par une électricité propre, bon marché, ce qui vous a valu une passe d'armes avec l'ancien patron d'EDF, Luc Rémont. Selon vous, la transition énergétique est aussi une affaire de souveraineté ? Fondamentalement, le sujet de transition, c'est un impératif climatique. On voit tous les jours la canicule qui arrive en France très tôt. Il y a vraiment un changement climatique et en tout cas, il est accéléré de façon certaine par l'homme. Donc c'est avant tout un enjeu climatique. Après, derrière ça, il y a un enjeu énergétique très fort puisque l'énergie, la consommation d'énergie dans le bâtiment, si on se rapporte à la construction, on dit que la construction fait entre 35 et 40% des émissions de CO2. Les 2 tiers de ça, c'est la vie du bâtiment. Donc c'est fondamentalement l'efficacité énergétique, l'hiver, l'absence d'air conditionné l'été, si on a une bonne enveloppe du bâtiment. Donc il faut travailler cette efficacité énergétique. Et si on la travaille bien, on retrouve de la souveraineté. Parce que, vous le savez, en France, nous importons énormément d'énergie. Si je prends l'exemple du bâtiment, 45% de l'énergie consommée dans le pays est dépensée dans le bâtiment. C'est bien plus que le parc nucléaire de notre champion national quand il fonctionne à 100%. Donc économiser de l'énergie dans le bâtiment pour la libérer dans des secteurs comme la mobilité, comme l'industrie, ça fait partie de la souveraineté du pays. Donc oui, quand nous regardons un pays, nous regardons l'attractivité d'un cadre à 4 bords. C'est le coût du travail, la fiscalité, ce sont les infrastructures pour approvisionner des matières premières ou expédier des produits sur les routes. C'est l'éducation. Est-ce que nous avons une main-d'œuvre, des techniciens, des ingénieurs formés, y compris les artisans, les constructeurs sur les chantiers? Et puis, c'est l'énergie. Est-ce qu'elle est abordable ? Est-ce qu'elle est sûre en termes d'approvisionnement? Est-ce qu'elle est décarbonée? Est-ce qu'elle est compétitive? Alors justement, en France, on parle beaucoup d'électricité décarbonée grâce au nucléaire, mais vous parlez aussi de gaz vert en Finlande, de biométhane au Brésil. Sur cette question de l'approvisionnement énergétique, là aussi, vous faites confiance au local? Nous sommes effectivement très décentralisés et ce sont nos directeurs généraux de pays qui trouvent les bonnes solutions. Un autre exemple, c'est la biomasse en Inde. Par exemple, notre 6e usine de plaques de plâtre en Inde est dans l'Andhra Pradesh, une zone risicole. Donc les agriculteurs apportent leur riz dans des industries alimentaires qui décortiquent le riz et nous récupérons l'écorce de riz pour faire des briquettes. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz dans cette usine. Nous brûlons des briquettes faites à partir d'écorce de riz. Donc oui, il faut trouver les meilleures sources d'approvisionnement décarbonées. La première usine de plaques de plâtre au monde, nous l'avons faite, tout concurrent confondu, en Norvège, avec de l'hydroélectricité. La deuxième démarre cet été au Canada. Et c'est dans cet ordre-là, avec de la biomasse, du biogaz, des briquettes de riz parfois, de l'hydroélectricité, que nous avançons très vite dans la décarbonation de l'empreinte de Saint-Gobain. Nous avons fait beaucoup de chemin déjà, puisque depuis 6-7 ans, nous avons baissé de 34% nos émissions directes de CO2, scope 1 et 2, alors même que le périmètre du groupe a grossi. Donc vraiment, la dynamique de Saint-Gobain, c'est maximiser l'impact positif de nos solutions quand on a la bonne enveloppe du bâtiment pour l'efficacité énergétique, et deuxièmement, minimiser notre empreinte. Et c'est ça le cercle vertueux dans lequel nous sommes lancés. Un peu d'hydrogène vert ou pas? On a un tout petit peu testé l'hydrogène. On a même fait une première mondiale pour mettre de l'hydrogène dans une grosse usine qu'on appelle les flots de glace, donc de fabrication primaire du verre, ce qui est assez compliqué techniquement. Nous avons fait cette première mondiale. Après, il faut que l'hydrogène soit accessible en termes de compétitivité. Mais si c'est le cas, nous pourrions, sur les grandes usines verrières, avoir de l'électricité et également un complément hydrogène ou biogaz. Alors on parle décarbonation, transition énergétique, mais on observe depuis quelques mois maintenant un net recul des questions environnementales dans l'agenda politique. Vous avez récemment signé une tribune avec d'autres dirigeants de grandes entreprises dans laquelle vous demandez de ne pas revenir sur le Green Deal européen. Selon vous, même si les finances sont dans le rouge, même si les autres régions du monde prennent un chemin différent, l'Europe doit poursuivre ses investissements dans la transition écologique. Pourquoi ? Fondamentalement, on l'a évoqué, c'est un sujet de souveraineté sur
l'énergie, c'est un sujet de compétitivité parce que de toute façon, la transition énergétique, la transition climatique arrive et l'Europe a été en avance. Donc gardons cette avance. C'est de l'avance en termes d'innovation, de savoir-faire technologique. J'ai évoqué quelques premières mondiales de Saint-Gobain. Nous avons été les premiers au monde à faire du verre bas carbone, à faire du verre avec de l'hydrogène et d'autres dans d'autres secteurs ont été tout à fait exemplaires. Donc c'est un sujet de souveraineté, c'est un sujet d'attractivité pour les talents, c'est un sujet d'innovation. Et donc ne faisons pas de zigzag parce que ce sont des sujets d'investissement à long terme. Donc il faut garder le cap, il faut avancer. Et les grandes entreprises françaises, européennes ont ce savoir-faire sur lequel elles sont en pointe. Et c'est quelque chose d'assez unique qu'il faut préserver. Alors, en France aussi, on fait des zigzags, hein. Je parlais de la RE 2020, dont le prochain seuil, prévu en 2028, pourrait être repoussé ou allégé. Dans l'ouvrage qu'on a évoqué tout à l'heure, vous insistez sur le temps qu'il faut aux acteurs du BTP pour digérer ces nouveautés sur le terrain. Mais vous, l'industriel, est-ce que vous avez besoin de plus de temps pour proposer des produits et des matériaux décarbonés qui sont capables de répondre à ces nouveaux objectifs? Ou bien au contraire, est-ce que vous ne pensez pas que cette réglementation, qui est volontariste, qui est un peu exemplaire aussi au niveau international, elle booste aussi l'innovation et qu'il serait peut-être dommage d'en réduire l'allure? Alors je pense que nous avons besoin, dans notre secteur comme dans d'autres, de réglementation. Après, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que la réglementation, il faut l'appliquer. Et donc, dans le bâtiment, on le sait, on parle de centaines de milliers, voire de millions de chantiers, de logements, dans la rénovation, dans le neuf, et c'est encore plus vrai dans le monde entier. Donc, ce qui est important, une fois qu'on a des réglementations exigeantes, c'est le cas de la RE 2020, le mieux est l'ennemi du bien, ce qui est important, c'est de l'exécuter sur le terrain. Nous sommes dans le secteur du bâtiment avec des garanties décennales, donc on ne s'engage pas pour 6 mois, il ne faut pas changer les normes, sinon on perd la compréhension de cette garantie décennale. Il faut former, il faut des permis de construire. Ça prend du temps pour un maire de signer un permis de construire, pour un architecte de se former, pour un artisan, pour un industriel des matériaux. Donc à partir du moment où la norme est là, qu'elle donne le cap, et la RE 2020 est très claire là-dessus, donnons-nous 10 ans pour la mettre en œuvre à 90% plutôt qu'à 3 ou 5% et d'en changer déjà le cap. Donc c'est ça, moi, fondamentalement, que je dis. La réglementation est utile. C'est d'ailleurs la meilleure chose pour un industriel. Donnez-nous le point d'arrivée et c'est à nous, par de l'innovation, par de la productivité, par de l'investissement, d'arriver à y répondre. En revanche, il nous faut 5-10 ans pour l'exécuter à 100%. Donc continuons et je pense qu'à ce moment-là, on aura très fortement décarboné le monde du bâtiment en France. La décarbonation, c'est un pilier majeur de la transition écologique. L'économie circulaire en est un autre, avec un double défi pour la construction. D'un côté, produire des matériaux neufs à partir de déchets et de l'autre, récupérer sur les chantiers cette matière secondaire de façon à pouvoir les réutiliser. D'un côté, la R&D, de l'autre, un peu de la logistique finalement. Comment tenez-vous les deux bouts de l'équation ? Alors c'est un très bon exemple, l'économie circulaire, parce que c'est un des 4 piliers de nos efforts de recherche et développement. Ils sont tous les 4 sur les sujets de développement durable. C'est décarboner nos process, économie circulaire, trouver des systèmes de construction légère, moins lourds en carbone, et puis appliquer notre savoir-faire matériaux sur d'autres marchés. On dépense 600 millions d'euros de recherche et développement, 60% de ça d'ailleurs en France. Et fondamentalement, l'économie circulaire, avec la responsabilité étendue des producteurs, c'est quelque chose de bien. Nous, au plan mondial, nous avons 18% de matériaux recyclés. C'est-à-dire que dans l'approvisionnement matière de nos fabrications, pour de la plaque de plâtre, de la laine de verre, etc., nous avons déjà 18% de matériaux recyclés. C'est beaucoup plus encore si je prends la laine de verre en France, c'est 60 à 70%. Mais la REP, elle est justement très précieuse, elle ne peut pas être parfaite du jour au lendemain. Nous avons installé 810 agences point P de négoce de matériaux pour collecter et trier les matériaux, et ça monte en puissance. Donc c'est typiquement l'économie circulaire, une très bonne réponse à la décarbonation. Nous avons aussi signé, par exemple, un accord avec la mairie de Paris pour recycler toutes leurs plaques de plâtre, tous leurs vitrages. On peut le faire avec d'autres villes en France, à l'étranger. Il faut du temps pour que tout ça monte à pleine échelle, à 100%, mais c'est fondamentalement déjà assez intrinsèque au monde du bâtiment, réutiliser des matériaux. Et donc on apprend à faire mieux, plus durable, avec moins. Alors ces produits de plus en plus décarbonés à mesure que la réglementation se durcit, de plus en plus recyclés à mesure que les ressources s'épuisent, est-ce que ces produits sont condamnés à être de plus en plus chers ? Non. Alors ça, c'est vraiment, j'allais dire, un mythe auquel il faut tordre le cou, parce que la construction durable n'est pas plus chère. On sait dans le monde de la construction que ce qui peut coûter cher, c'est la désorganisation d'un chantier. C'est de changer les devis au dernier moment, c'est de manquer dans une chaîne d'approvisionnement des matériaux sur le chantier. Et on a un écart de 20%.
grosso modo, entre un chantier très bien organisé et un chantier qui peut être plus compliqué, plus difficile. Là-dedans, le coût des matériaux pèse relativement peu. Donc, les matériaux décarbonés, on l'a fait sur plein de chantiers, avec notre verre au RAE, avec nos plaques de plâtre 50% recyclées ou 100% recyclées en Angleterre, ça n'est pas plus cher. Ce qu'il faut, c'est s'organiser pour que la logistique elle-même soit optimisée et soit décarbonée, et avancer dans l'économie circulaire pour avoir des effets d'échelle. D'échelle quand même. Tout à fait. Il y a ces effets d'échelle parce que les chaînes de recyclage sont très locales, donc il faut les organiser. C'est souvent des PME, il faut les structurer. Souvent, nous prenons même des participations minoritaires dans ces PME qui font du recyclage. Nous l'avons fait en Autriche, on l'a fait en France, nous l'avons fait au Brésil, pour crédibiliser leur situation financière, leur assurer des débouchés puisque nous sommes clients de leurs matériaux recyclés. Il faut du temps à tout ça pour avoir des effets d'échelle et donc de la compétitivité. Mais moi, je suis très confiant que l'économie circulaire, c'est une bonne chose dans le monde du bâtiment et on va la rendre tout à fait attractive. Ces questions de construction durable sont évidemment cruciales pour l'avenir, mais en 2025, elles semblent devoir passer au second plan, hein, notamment en raison, en France en tout cas, de la crise du logement, avec en toile de fond un discours du type à quoi sert-il de construire plus vertueux alors qu'on ne construit pas du tout en fait. Est-ce que finalement la transition écologique n'est qu'un luxe réservé aux périodes fastes, hein? Moi, je crois que sur le sujet du logement, sur lequel différents acteurs alertent depuis maintenant 4 ou 5 ans, donc ça n'est pas un sujet nouveau, je pense que déjà il y a une prise de conscience à avoir, c'est qu'on passe 90% de notre temps dans les bâtiments. Bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux, évidemment les lieux de travail, et puis naturellement chez soi. Donc l'importance du bâtiment au sens large est cruciale pour le bien-être, le bien-vivre ensemble. Et je crois que ça, c'est souvent sous-estimé. Dans le monde du bâtiment, et c'est vrai également du logement, nous avons besoin de stabilité. Stabilité des politiques publiques, comme la politique de la ville, stabilité des ministres, stabilité des engagements et des directions. Donc on a besoin de stabilité et de visibilité à long terme. C'est vrai sur les différents sujets que nous avons déjà évoqués. Ensuite, il faut redonner un accès plus facile au foncier pour essayer de réduire son coût. Il ne faut pas surajouter effectivement de la réglementation. Elle est déjà exigeante, appliquons-la. Il faut redonner du pouvoir aux maires. Je crois beaucoup sur le logement à la subsidiarité. La disparition de la taxe d'habitation, d'une certaine façon, ampute les maires de qu'est-ce qui revenait chez eux quand ils construisaient du logement. Parce que c'est vrai que construire, ça peut faire un peu de poussière, ça peut faire un peu de désagrément pour le voisinage. Construire des écoles et des stades après. Exactement. Avec la taxe d'habitation, on avait des ressources supplémentaires. Donc il faut redonner du pouvoir localement aux maires. Il faut quelquefois un petit coup de pouce. Le prêt à T0, je pense, est une bonne mesure. Il faut redonner un statut aux propriétaires bailleurs. Ça n'est pas normal qu'aujourd'hui on ait autant de Airbnb et pas de logements pour les étudiants, de logements pour les gens qui vivent dans nos villes. Donc les maires maintenant ont des moyens pour regarder tout ça. Donc il y a le sujet du foncier, il y a le sujet de la réglementation qu'il ne faut pas ajouter ou empiler, et puis redonner du pouvoir aux maires et de la stabilité sur les mesures. Oui, il y a une crise du logement, il faut vraiment la traiter parce qu'on ampute la croissance économique de la France avec l'absence de logement. On a senti depuis presque 10 ans maintenant une sorte de désintérêt en tout cas politique pour cette question du logement. On avait senti avec l'arrivée de Valérie Létard en tout cas une sorte de regain d'intérêt, de confiance revenu envers la ministre du Logement. Au bout de quelques mois, est-ce que les choses ont vraiment changé selon vous ? Oui, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est une ministre qui comprend très bien toutes les problématiques du logement, qui veut travailler sur tous les sujets, que ce soit la stabilité des normes, par exemple le sujet de MaPrimeRénov', sur lequel il y a eu beaucoup de zigzags. Elle a stabilisé les sujets, de redonner envie à des propriétaires bailleurs de pouvoir louer un logement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça n'est pas attractif. Le prêt à taux zéro, je crois qu'elle a beaucoup travaillé pour le faire accepter. Donc elle est là pour apporter de la confiance dans le secteur. C'est un secteur qui a besoin de confiance, de stabilité et de vision à long terme. Donc je crois qu'il faut que tous les acteurs, et ils sont tous, je crois, d'accord avec moi pour la soutenir, parce que vraiment, elle s'est beaucoup engagée pour faire avancer le sujet du logement, qui est un sujet social essentiel. Sur MaPrimeRénov' et la rénovation énergétique en particulier, il y a eu un peu quand même de zigzag, de stop and go encore une fois. Vous travaillez avec des artisans, à travers Point P, vous êtes un observateur aussi du tissu d'artisans local. Quels impacts ces annonces, contre-annonces finalement, ont sur une dynamique de rénovation qui était vraiment en train de prendre après des années où on a un peu ramé pour faire décoller la rénovation? Ça commence à prendre. Est-ce que vous pensez que ces annonces auront un effet négatif sur la dynamique, ou est-ce que finalement on va finir par s'adapter à la nouvelle donne? Moi, je prends la bonne nouvelle, le verre d'eau à moitié plein, c'est que ça marche, l'efficacité énergétique. Quand effectivement, on en parle aux Français, quand ils voient leur facture de chauffage, donc c'est au cœur de beaucoup de sujets. C'est au cœur d'enjeux sociaux, le confort chez soi, le mal-être chez soi, même l'absentéisme au travail parce qu'on a une pneumonie, on est mal logé. C'est un sujet économique, le pouvoir d'achat sur la facture énergétique, souveraineté énergétique du pays. Puis naturellement, c'est un sujet climatique. Donc les Français sont convaincus qu'on peut et qu'on doit faire de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Après, vous avez raison de dire, je crois qu'on a changé 14 ou 15
15 fois les paramètres monogeste, multigeste de MaPrimeRénov' et qu'il faut de la stabilité. Moi, j'ai souvent plaidé, même j'ai évoqué ce terme de plan Marshall de la rénovation énergétique pour cibler l'aide, quel qu'en soit le montant, sur les bâtiments classés F ou G, parce que finalement, ce sont ceux qui sont souvent soumis ou occupés à des gens à revenus modestes. Donc, s'il n'y a pas un petit peu de catalyse, de soutien et un reste à charge trop important, les travaux ne se font pas. Ce sont des lieux d'habitation distribués moins largement, mais de manière plus ciblée. Le comité scientifique et technique du bâtiment nous dit que ce sont les bâtiments F et G qui émettent 70% des émissions de CO2. Donc, d'un point de vue climatique, il faut cibler là. D'un point de vue social, si on veut une transition écologique juste, ce sont souvent des locataires ou propriétaires à revenus modestes. Donc, il ne faut pas que le reste à charge soit trop important, sinon les travaux ne sont pas faits. Troisièmement, ces bâtiments-là sortiraient du parc locatif en 2025 ou en 2028. Donc, ciblons l'effort avec stabilité, constance, pour que un artisan, il puisse être qualifié, reconnu garant de l'environnement. Nous en formons plus de 15 000 par an. Nous avons même des logiciels SoluPlus, OptiPlus dans nos agences .P pour former les artisans, les aider dans des calpinages et des devis rapides. L'artisan, il va embaucher son apprenti parce qu'il sait que la rénovation énergétique, ça va durer 10 ans, ça va durer 15 ans. Donc, stabilité des gestes, il faut à la fois coupler le monogeste et le multigeste. Nous aimerions aussi voir se développer un passeport du bâtiment parce que quelquefois, quand vous achetez un bien, vous ne pouvez pas tout de suite faire tout ce qu'il faut, les 4 ou 5 gestes, y compris à la fin la pompe à chaleur, si vous avez bien isolé votre bâtiment. Vous pourriez avoir comme un carnet de vaccination pour un enfant. Je tamponne, j'ai changé les fenêtres, j'ai isolé les combles, je fais maintenant l'isolation par l'extérieur, je change mon système de chauffage. Donc, il faut de la visibilité. Tout ça sur plusieurs années peut-être. Exactement. Voilà. Et tout ça avec également le monde bancaire, le monde financier qui doit s'y intéresser. Parce que le plan Marshall, il faut le financer. Et quand on est... on voit bien qu'en ce moment, les finances publiques, c'est un peu serré, c'est un peu compliqué, on cherche à faire des économies. Il faut peut-être justement débrancher le lien entre Bercy et la rénovation énergétique et trouver d'autres sources de financement, en tout cas pour accélérer le mouvement, pour financer ce plan Marshall-là. Dans le logement social, ça se passe bien avec la Caisse des dépôts et les organismes de HLM qui pensent effectivement à long terme pour améliorer la qualité de leurs biens immobiliers et puis la capacité pour les locataires à payer leur facture énergétique qui devient réduite de ce fait. Je crois qu'il faut arriver à intéresser le monde des banques qui font des crédits immobiliers pour aider les particuliers à avoir un complément de prêt pour précisément faire en plusieurs étapes ou en une étape la rénovation globale. Donc oui, on ne peut pas laisser le monde financier, les assureurs crédits également, à distance de la rénovation de nos bâtiments publics et privés en France. Alors, la rénovation, c'est de l'énergie en moins, du CO2 en moins, c'est aussi du confort en plus, vous l'avez évoqué, de la santé aussi en plus. Un facteur décisif, je pense, pour la décision d'agir, de rénover un logement, pour les propriétaires professionnels comme particuliers. Comment on intègre aussi la dimension confort d'été ? On a bien vu que la canicule du début de l'été était forte et dans les logements, on souffre de cette chaleur. C'est aussi une motivation pour accélérer sur la rénovation ? Oui, le sujet du confort d'été, d'ailleurs, a été mis dans les réglementations, RE 2020. Paradoxalement, les personnes prennent plus conscience encore de leur inconfort chez elles pendant une canicule que pendant l'hiver. Parce que l'hiver, d'une certaine façon, si on est capable de payer la hausse de la facture de chauffage, on met le chauffage plus fort. Donc le confort d'été accélère la prise de conscience que l'enveloppe de mon bâtiment n'est pas saine, n'est pas bien adapté à l'évolution du climat. Donc oui, le confort d'été, comme les sujets d'isolation thermique l'hiver, sont de plus en plus prégnants. Et c'est plus largement l'adaptation climatique. Là, on parle de la canicule en France, mais aux États-Unis, pour nous, la construction durable demeure au cœur de la préoccupation des gens parce qu'il y a des tornades, parce qu'il y a des tempêtes de grêle, donc il faut remplacer les produits de toiture par des produits plus résistants, parce qu'il y a des inondations. Donc l'adaptation du bâtiment, il y a des chiffres qui circulent de l'ordre de 5 000 milliards de dollars par an, la dépense dans le bâtiment, dans la construction au sens large, en termes d'adaptation climatique. Ça va peut-être arriver par le monde de l'assurance, qui va dire « je n'assure plus votre bien », ou au contraire, si vous êtes dans des zones soumises à incendie en Floride, au Canada ou ailleurs, vous devez adapter fondamentalement votre bien, sinon je ne l'assure plus. Donc ces sujets-là se rapprochent à toute vitesse et l'adaptation au climat est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité dans les bâtiments publics. On voit des écoles qui ferment parce qu'un jour de canicule, les enfants doivent rester chez eux. Et là encore, on se rend compte que c'est une logique locale qui préside au choix de telle ou telle solution technique finalement. Oui, tout à fait, avec des artisans locaux, avec quelquefois un retour sur des matériaux traditionnels. Nous avons même lancé Terre-Liant au sein de Point P, c'est de la construction en terre crue, donc qui s'ajoute avec des liants Weber et de l'isolation par ailleurs. Donc on a la capacité de retrouver des modes de construction locaux qui peuvent être plus adaptés au changement climatique. Nous approchons du terme de nos échanges. On l'a entendu, je pense, les questions de l'industrie de la construction n'ont pas de secret pour vous et elles semblent même vous passionner. Auriez-vous aimé faire une carrière dans une autre industrie, dans l'énergie, dans l'aéronautique, dans l'automobile ?
Alors, je suis très, très heureux de ma carrière chez Saint-Gobain. J'ai commencé chez Saint-Gobain en 1993 comme stagiaire pendant 1 an. Après, à la fois, j'aime l'industrie parce qu'on y fabrique quelque chose. On voit sortir d'un four, du verre, une plaque de plâtre. Donc, il y a un aspect assez fascinant de la fabrication. Puis, deuxièmement, ça répond au monde de la construction, qui est un tout petit peu mon origine, puisque je suis ingénieur des ponts et chaussées. Et je suis également, aujourd'hui, c'est un grand plaisir, administrateur du groupe Vinci. Vous voyez, je réconcilie mon amour de l'industrie avec cette capacité à fabriquer, avec cette connaissance du monde de la construction. Et finalement, dans une industrie qui est très satisfaisante parce qu'on apporte quelque chose aux gens dans leur vie quotidienne. La construction, c'est la vie quotidienne. On peut montrer à sa famille, à ses amis, à ses enfants, voilà la rénovation qu'on a faite sur un hôpital, sur une école, voilà le confort, voilà le bien vivre ensemble. C'est quelque chose d'assez immédiat. Nous ne sommes pas dans des cycles longs. Nous vendons demain matin à des artisans et après-demain sur un chantier de data center, par exemple, aux États-Unis. Donc, on voit l'impact de ce qu'on peut apporter à ses équipes comme à ses clients et ça mélange industrie et construction qui sont finalement mes 2 origines et mes 2 passions. Et en plus, Saint-Gobain a beaucoup bougé. Vous avez vu, on a fait tourner 40% du chiffre d'affaires de 2018. Donc, nous sommes partis en Australie. Donc, aujourd'hui, je découvre et j'apprends l'Australie. Donc, il y a énormément de choses. Et dans un groupe de 360 ans, ce qui est la force de Saint-Gobain, c'est de s'être réinventé en permanence tout au long de son histoire. Et donc, à charge pour les générations d'aujourd'hui, dont je fais partie, de réinventer Saint-Gobain. Et à ce moment-là, c'est absolument passionnant. Benoît Bazin, merci beaucoup de nous avoir reçus pour échanger sur les enjeux de Saint-Gobain, sur les défis de la construction et au-delà sur les questions posées par la transition environnementale. C'est à la fois riche et éclairant. Dans l'industrie aussi, on porte des casques, alors j'espère avoir réussi à soulever un peu le vôtre afin de permettre aux auditeurs du Moniteur de mieux comprendre ce qui vous anime au quotidien. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de ce podcast. D'ici là, gardez votre casque.